Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous faire une introduction à l'équation d'Euler-Lagrange. Alors c'est d'un niveau plus élevé que niveau première année d'université, mais j'ai envie de me faire plaisir et de vous montrer qu'en fait, on peut accéder déjà finalement au début de la mécanique analytique. C'est un outil qui est puissant pour résoudre des problèmes de physique. Et donc, on a toutes les briques aujourd'hui pour aller toucher du doigt cette mécanique analytique. Alors, bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails et je ne serai pas 100% rigoureux. On ne va pas faire une démonstration générale, ce serait trop compliqué, bien évidemment. On va rester sur des choses simples avec les notations qu'on a déjà vues, mais vous allez voir, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Alors, justement, on va commencer en simplifiant le cadre de ce que je vais dire. On va supposer qu'on a un système, quel qu'il soit, qui n'est soumis qu'à des forces conservatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacune des forces, je peux définir une énergie potentielle associée, EP1, EP2, etc. Et je vais noter V, l'énergie potentielle totale. Donc V, c'est l'énergie potentielle 1 plus l'énergie potentielle 2 plus, etc. C'est la somme de toutes les énergies potentielles. On le note comme ça, somme sur I de toutes les énergies potentielles. Et on a vu que l'énergie potentielle, elle ne dépend que de paramètres de position. Donc on a X, Y et Z. Alors ça peut éventuellement dépendre du temps, mais ça, on ne va pas du tout le faire rentrer en compte. On va juste supposer que ça dépend de X, Y et Z. Alors, voilà. On peut considérer des forces autres que des forces conservatives, mais dans ce que je vais vous démontrer ici et qu'on va construire ensemble, on va le faire sans autre force que des forces conservatives. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, on va repartir de la base. On a vu qu'on avait des principes fondamentaux et on doit encore les respecter. On peut appliquer le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma. Donc on fait la somme des forces de toutes les forces qui agissent sur mon système, donc de toutes mes forces ici conservatives, et ça me donnera la masse fois l'accélération de mon système qui m'intéresse. Je vais les réécrire avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On peut dire que chaque force est le gradient de l'énergie potentielle. En fait, comme toutes les énergies potentielles se somment, le gradient, c'est la somme le gradient total, c'est le gradient de l'énergie potentielle 1 plus le gradient de l'énergie potentielle 2. Ça, c'est le gradient de V. Et donc, je peux écrire que la somme des forces, c'est moins le gradient de V. Et puis, j'en ai profité pour écrire MA comme M dV sur dt. D'accord? Donc ça, voilà ce que j'obtiens lorsque je n'ai que des forces conservatives. J'invite tout le monde à bien voir que ici c'est noté un grand V, c'est l'énergie potentielle, et ici c'est un petit v, c'est la vitesse. Les notations sont toujours les mêmes, ce sont les notations usuelles en physique. Alors cette équation, on peut l'étudier de façon vectorielle, mais pour simplifier, je vais l'écrire selon x. Si je prends de ce côté-là, je vais prendre la dérivée de v selon x, donc c'est la dérivée de vx sur dt qui va apparaître. Et de ce côté-là, si je prends que la partie x, c'est la dérivée partielle de v par rapport à x qui va apparaître, donc d rond v sur d rond x. Et voilà ce que j'obtiens comme équation. Moins d rond v sur d rond x est égal à m d de vx sur dt. Bon, ok. Pour l'instant, rien de fabuleux. On va reprendre un petit peu la démarche qu'on a faite ensemble lorsqu'on a trouvé le théorème de l'énergie cinétique. On va essayer de faire apparaître l'énergie cinétique dans cette équation. Ici, on a l'énergie potentielle totale. Ici, je souhaiterais faire apparaître l'énergie cinétique. Donc allons-y, on va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait justement vraiment précédemment. Donc ça, déjà, je vais intégrer la masse, on considère qu'elle est constante, donc finalement je peux l'intégrer. J'ai m d de vx, et m d de vx, je vais faire un petit truc qui va vous paraître un peu, voilà, un petit peu discutable, mais si j'écris 1 demi de m vx carré, et que je dérive ça par rapport à Vx, vous voyez que la dérivée de ça par rapport à Vx, ça me donne 2Vx, donc ça va se simplifier en 2, et je retrouve bien MVx. Donc là, voilà, je fais une étape de manipulation de maths, je rajoute une dérivation, mais ça me permet de faire apparaître le 1 demi de MVx carré. Et comme je veux vraiment faire apparaître l'énergie cinétique totale, je vais rajouter le terme en Vy carré et le Vz carré. En fait, je les rajoute, mais pour rien, puisque comme je dérive par rapport à Vx, Vy, il ne dépend pas de Vx, donc ça va faire 0, ça va faire 0. Donc je peux les rajouter, mais ils disparaissent lorsque je fais ma dérivation partielle. Donc c'est juste les ajouter pour faire apparaître ici 1 demi de m Vx carré plus Vy carré plus Vz carré, c'est-à-dire ici la vitesse au carré. Et donc 1 demi de m V2.
Donc ça, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, en mécanique analytique, on l'a noté. Donc voilà, on va utiliser ça pour écrire les choses proprement. Donc je remplace tout ça par T. Et j'obtiens une équation extrêmement condensée. Mais elle est condensée, mais elle dit des choses très précises. Ici, finalement, j'ai la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport à Vx de mon énergie cinétique. Et voilà l'équation complète que je vais réécrire un tout petit peu différemment. Ce terme-là, je vais le basculer de ce côté-là. Et j'obtiens que la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport à Vx, plus la dérivée de mon énergie potentielle par rapport à x est égale à 0. Voilà ce que j'obtiens comme équation. Et en fait, là, on approche vraiment de la formule d'Euler-Lagrange. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ce qu'on appelle le Lagrangien. Le Lagrangien, ça va être un outil, je le définis, ça se note avec un L comme ça. Et je dis que le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Ça, je le pose comme ça, je ne le démontre pas, mais vous allez voir que je peux réécrire cette équation en faisant apparaître ici le Lagrangien et ici le Lagrangien. Donc c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Faisons-le. Donc ça, c'est juste un rappel. L'énergie cinétique, c'est ce terme-là. Elle ne dépend que de la vitesse selon x, la vitesse selon y, la vitesse selon z, et l'énergie potentielle ne dépend que de la position, c'est-à-dire de x, y, z. Lorsque je vais dériver mon Lagrangien, comme ce terme-là ne dépend pas explicitement de x, y, z, quand je vais dériver ça, eh ben, dériver L, ça revient juste à dériver moins V. Donc la dérivée par rapport à x de L, pardon, je n'avais pas dit, mais je dérive par rapport à x, L, eh ben, ça revient à dériver ce terme-là, mais il est égal à 0, puisqu'il ne dépend pas de x, y, z. Donc ça revient juste à dériver ce terme-là. Et ça a quoi comme conséquence? La conséquence est la suivante, je peux remplacer d rond v sur d rond x, ce terme-là, par moins la dérivée du Lagrangien par rapport à x. Ce que je ferai juste après. De la même façon, comme ce terme-là ne dépend pas explicitement de la vitesse, lorsque je vais dériver mon Lagrangien par rapport à Vx, d'accord, ce terme-là disparaît et ça revient à dériver que ce terme-là par rapport à Vx. Donc la dérivée de mon Lagrangien par rapport à Vx, c'est parfaitement égal à la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à Vx, et donc je peux remplacer ce terme-là par la dérivée du Lagrangien par rapport à Vx. Pour l'instant, je fais juste des modifications de maths en réalité. Je réécris les choses, mais elles ont du sens. Et donc, ici, on a notre formule que je peux écrire comme la dérivée par rapport au temps de la dérivée par rapport à Vx du Lagrangien moins la dérivée du Lagrangien par rapport à x, et c'est égal à 0. Voilà. On a une formule qu'on a l'habitude d'écrire un tout petit peu différemment. Vous vous rappelez que Vx, eh ben, on peut le noter avec la notation de Newton comme x point. Donc, je fais juste ça. Je remplace ici Vx par x point. Et voilà la forme de l'équation d'Euler-Lagrange. Euler-Lagrange nous dit que la dérivée par rapport au temps de la dérivée du Lagrangien par rapport à x point moins la dérivée de L par rapport à x est égale à 0. Et on peut naturellement faire la même chose selon y et selon z. Vous les avez ici. Voilà pour l'écriture de cette formule d'Euler-Lagrange en coordonnées cartésiennes. On peut aller beaucoup plus loin. On va d'ailleurs pousser un tout petit peu, parce qu'on a un nouveau formalisme qui veut dire la même chose que le principe fondamental de la dynamique, parce que en fait, ce formalisme est créé à partir de, finalement du principe fondamental de la dynamique. Donc derrière tout ça, c'est le principe fondamental de la dynamique, mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'ici, on a perdu la partie vectorielle. Alors, on a quand même plein de dérivés, mais L, c'est un objet qui n'est pas un vecteur, c'est un objet qui est un scalaire, qui ne dépend que de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Ce sont des scalaires et c'est déjà plus facile à manipuler. Donc, un des avantages de cette approche de Euler-Lagrange, c'est finalement de pouvoir accéder à des équations qui peuvent être plus simples, pas toujours, mais qui peuvent être plus simples pour résoudre certains problèmes. Donc je vais vous montrer des exemples.
Mais avant ça, je vais généraliser quelque chose sur cette équation d'Euler-Lagrange avec je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais généraliser cette équation à quelque chose d'un petit peu plus large. Alors justement, pour généraliser, il va falloir que je vous parle des contraintes, des degrés de liberté et des coordonnées généralisées. Ce sont des notions qui sont compliquées, donc ici on va juste gratter un peu la surface de tout ça, mais vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez au moins comprendre la notion essentielle qui est derrière. Donc imaginons que je m'intéresse à un objet ici, un point M, dans l'espace, qui est soumis à des forces conservatives. Finalement, pour donner la position de ce point, il va me falloir trois coordonnées. En fait, ce point peut se déplacer en X, en Y, en Z, si je choisis un système de coordonnées cartésiennes. Je peux choisir un autre système. Mais je vais avoir besoin de trois coordonnées. Et il peut se déplacer finalement, entre guillemets, dans trois directions. Donc, on va dire que le nombre de degrés de liberté de ce système est de 3. L égale 3. Deuxième exemple. Imaginons que je m'intéresse à une bille qui descend dans un tube. Alors, ma bille, c'est un point M. Normalement, elle peut se déplacer dans les directions X, Y, Z. Mais comme elle est confinée dans ce tube, elle ne va pouvoir que descendre ou monter. Donc, finalement, on a trois coordonnées, mais on a deux contraintes. Une contrainte qui l'empêche de se déplacer comme ça et une contrainte qui l'empêche de se déplacer comme ça. Donc, elle est forcée de descendre ou de monter. Et donc, le nombre de degrés de liberté, c'est 3, le nombre de base, moins les deux contraintes. On tombe sur 1 degré de liberté. Ça va, pour l'instant, je pense que ça se comprend bien. C'est plus compliqué que ça. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais là, on voit que finalement, pour décrire un problème ici, je vais avoir besoin de 3 ingrédients. Ici, un seul me suffira puisque j'ai des contraintes qui empêchent le mouvement dans deux directions. Je prends un autre exemple. Un autre exemple plus compliqué. Imaginons que j'ai une masse ici reliée à une autre masse par une tige rigide. Donc ici, on voit bien que cette masse ne peut pas se déplacer, enfin surtout l'une ou l'autre d'ailleurs, les deux masses ne peuvent pas se déplacer indépendamment les unes des autres. Donc pour étudier ce problème de deux masses liées l'une à l'autre, en fait, il va me falloir à la base 6 coordonnées, les coordonnées de ce point-là plus les coordonnées de ce point-là, mais comme j'ai une contrainte, puisque les deux masses sont accrochées, celle-là en fait peut se déplacer sur une sphère autour de l'autre, et finalement j'ai une contrainte, donc je vais passer de 6 coordonnées moins une contrainte, donc à 5 degrés de liberté. Et donc il va me falloir 5 coordonnées pour décrire le problème. Donc, en règle générale, dans ce type de problème, on choisit x, y, z pour ce point-là, et on va par exemple choisir l'angle ici θ et l'angle φ ici pour déterminer la position du deuxième point. Et donc là, on va avoir 5 coordonnées, et là on parle de coordonnées dites généralisées. Alors ça va un petit peu plus loin la notion, mais on va considérer que je vais assez loin là, des coordonnées qui vont me permettre de décrire mon problème. Donc je récapitule, ici 3 coordonnées nécessaires, 3 degrés de liberté, ici une coordonnée nécessaire et ici 5 coordonnées nécessaires. En fait, on peut montrer que si on choisit correctement des coordonnées, qu'on appelle les coordonnées généralisées d'un système, ça nous permet de traiter de façon implicite, sans besoin de les mettre dans les équations, toutes les contraintes. Alors ça, attention, je ne vais pas le démontrer, donc il va falloir l'accepter, mais je vais faire des petits exemples, vous allez voir que ça marche très bien. Donc si on prend ça comme paradigme, si on suppose que tout ça c'est bien correct, et pour décrire un problème de mécanique, il va falloir qu'on définisse dans un premier temps les coordonnées qui vont décrire notre problème, les coordonnées généralisées, et une fois qu'on a ça, on peut montrer que notre équation d'Euler-Lagrange, on peut l'écrire sur chacune des coordonnées généralisées. Donc en gros, si on a un système soumis à des contraintes et à des forces conservatives, que ce système possède L degrés de liberté, et donc on peut définir L coordonnées généralisées, qu'on a l'habitude de noter QI. Voilà. Alors pourquoi QI? Parce que, non, le Q, je ne sais pas pourquoi, c'est Q, mais on a l'habitude de noter Q. Et le I, c'est pour dire qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à L. Donc c'est naturellement un indice. Et on va pouvoir écrire une équation de Lagrange, Euler-Lagrange, pour chacune de ces coordonnées généralisées, notées QI. Donc on va dire que la dérivée par rapport au temps
de la dérivée de notre Lagrangien par rapport à QI point, moins la dérivée de notre Lagrangien par rapport à QI est égale à 0, toujours avec L qui est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, toujours avec la même définition de notre Lagrangien. Ça, ce sera valable pour toute coordonnée généralisée. Alors, il n'y a aucune démonstration que je viens de faire. D'ailleurs, on peut l'appliquer sans même l'avoir démontré dans sa vie. Hein, on peut admettre ce résultat. Ça se démontre très bien. Et voilà. Avant de vous montrer deux exemples, un extrêmement simple et un plus compliqué, je vous rappelle que pour l'instant, j'ai supposé qu'il n'y avait que des forces conservatives. On peut en fait rajouter les forces non conservatives. Et qu'est-ce que ça change dans cette équation? Ça change tout simplement qu'ici, il n'y aura pas égal à 0, mais on aura une équation avec ici un second membre qui peut d'ailleurs ne pas être constant. Et donc, il faudra traiter cette équation de façon, d'un point de vue mathématique, ce sera plus compliqué. Voilà. Mais en tout cas, on peut l'écrire aussi également avec des forces non conservatives. On mettra donc dans Lagrangien les énergies potentielles, donc les forces conservatives, et on mettra tout ce qui n'est pas force conservative dans ce terme ici à droite, qui ne sera pas égal à 0. Alors maintenant, passons aux exemples. Les exemples, ils sont très simples. On va commencer par la chute libre, classique, hein, extrêmement classique, mais on va voir qu'on retrouve le même résultat qu'avec le principe fondamental de la dynamique. Donc on va d'une certaine façon, se rassurer sur le fait que ça fonctionne bien. Ça doit donner le même résultat que le principe fondamental de la dynamique, puisque c'est juste une autre manière d'écrire les choses. Donc ici, on a une masse qui n'est soumise qu'à son poids, et donc on peut définir une énergie potentielle de pesanteur, EPP, qui est égale à mgz, et donc une énergie potentielle totale que je note V de Z, qui dépend donc que de Z. Une fois que j'ai écrit ça, je peux écrire mon Lagrangien. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv carré, moins l'énergie potentielle mgz, et donc on a écrit notre Lagrangien. Lagrangien extrêmement simple. Et maintenant, je peux appliquer mes formules de l'aire Lagrange. Alors, je peux le faire sur x, je peux le faire sur y, je peux le faire sur z, parce que là, mon mouvement n'est pas contraint, il peut aller en x, en y et en z. Vous savez que naturellement, c'est la partie Z qui va être intéressante, puisque c'est là où il y a la force. Donc, je vais me permettre de le faire que sur Z, mais vous pouvez le faire sur X. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la vitesse en coordonnées de façon explicite, avec les coordonnées explicites. Donc, c'est X point carré plus Y point carré plus Z point carré. Là, ici, on pourrait mettre Vx plutôt que X point, mais c'est mieux d'écrire X point, puisque comme ça, on verra tout de suite apparaître la dérivation qu'on doit faire avec les équations de l'aire Lagrange. Pareil pour Y point, pareil pour Z point. Donc maintenant que j'ai fait ça, je fais ma dérivée. Je dérive par rapport au temps la dérivée de mon Lagrangien par rapport à Z point, moins la dérivée de mon Lagrangien par rapport à Z, et ça c'est égal à 0. Donc faisons-le. La dérivée de L par rapport à Z point, ça revient à dériver ce terme-là. Ça va me faire un 2Z point qui va apparaître. Et le 2 ici va se simplifier avec le 2 qui va descendre là. Donc je vais avoir juste Z point M. Et je vais le redériver par rapport au temps. Donc ça me fait la dérivée par rapport au temps de mz point. Et puis ici, la dérivée de L par rapport à Z, ça revient à dériver ce terme-là. Donc on va dériver mgz, ça me donne mg. Le moins qui est ici et le moins qui est ici, ça va faire un moins ici, un moins là, ça va faire un plus. Et on obtient, si je redérive ça par rapport au temps, ça fait mzz plus mg est égal à 0. On se retrouve avec z point point égale moins g. C'est exactement la même équation qu'on avait obtenue avec le principe fondamental de la dynamique et qu'on sait résoudre puisqu'on va résoudre ça avec une double intégration sur z qui va nous donner ce fameux moins 1,5 de gt carré que vous connaissez depuis le lycée. Voilà pour la chute libre. Alors, c'était pour vous montrer que ça fonctionnait bien. Maintenant, on va essayer de résoudre un problème que vous ne savez pas résoudre aujourd'hui. On pourrait le résoudre, hein, mais qu'on n'a jamais résolu en tout cas. On va le résoudre ici. C'est le pendule aux petits angles. En fait, vous ne savez pas si vous pourriez, hein, tout à fait. Mais ici, on va le résoudre avec notre approche Euler-Lagrange. Alors, imaginons qu'on a un pendule, ici M, attaché donc avec une corde tendue de longueur L. On va le lâcher et il va se mettre à osciller. On va négliger toute force de frottement. On va supposer qu'on n'a que deux forces, la tension et le poids de notre masse. Alors, en réalité, la tension, on va s'en débarrasser. Comment on va faire ça?
En fait, si on regarde un petit peu le problème, notre masse, elle va pouvoir se balader finalement que sur un arc de cercle à cause de la contrainte qui est générée par cette tension. C'est la tension qui force à ce que le mouvement soit sur cet axe. Donc on va considérer la force de tension comme une contrainte. Et donc on va choisir une coordonnée qui décrit notre problème, qui est l'angle que vous voyez ici. Si je connais l'angle, je connais parfaitement la position de ma masse. Donc je choisis comme coordonnée généralisée l'angle θ et je me débarrasse de la contrainte, celle de la tension de mon câble. Donc si je fais ça, je dois écrire mon énergie potentielle. Alors comme j'ai choisi θ comme coordonnée généralisée, je dois écrire mon énergie potentielle en fonction de θ. Alors, ce n'est pas très compliqué, hein. On va juste mettre notre axe des Z ici. Je vais mettre le 0 lorsque ma masse est ici au plus bas, puisqu'elle va se balader comme ça. Donc ici, elle est au plus bas. Et donc, si je la monte ici, vous pouvez le faire, c'est juste de la trigonométrie. Et vous allez monter votre masse d'une hauteur L, facteur de 1 moins cos θ, hein. Alors, le cos θ, si vous prenez θ ici, L cos θ, c'est cette longueur-là. Donc, il faut prendre L moins L cos θ, donc on obtient bien cette équation. Et donc mon Z, je vais le remplacer par L1 moins cos θ. Et donc ça, c'est mon énergie potentielle de pesanteur écrite en fonction de la coordonnée généralisée θ. Une fois que j'ai fait ça, je vais écrire mon énergie cinétique. Là aussi, c'est plus compliqué. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré, comme d'habitude. Mais la vitesse, j'aimerais l'écrire cette fois-ci en fonction de θ point. Pour l'écrire en fonction de θ point, je vais faire appel à des choses que vous avez dû déjà voir au lycée sûrement, parce que je ne pense pas qu'on ait d'exemple, en tout cas dans mes vidéos, de cette vitesse angulaire. Mais on va définir la vitesse angulaire, θ point, comme étant égale à la variation de θ par rapport au temps. Et donc la vitesse de ce point-là, ça va être donné par V égale L θ point. On se doute bien que plus la longueur est grande et plus la vitesse angulaire est grande, plus l'objet va tourner vite. Et donc la vitesse, c'est L θ point. Donc ça, si vous ne le voyez pas, bon, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est normalement quelque chose, je pense, que vous avez déjà vu précédemment. Et donc, je vais remplacer V par Lθ2, L2 θ.2, que vous voyez apparaître ici. Maintenant que j'ai mon énergie potentielle, c'est-à-dire V, et j'ai mon T, je peux créer mon Lagrangien. Mon Lagrangien ici, c'est 1 demi de M L2 θ point carré moins MGL 1 moins cos θ. Et vous voyez que mon Lagrangien ne dépend plus que de ma coordonnée généralisée θ. Parfait. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on va appliquer notre formule de l'aire Lagrange en prenant comme coordonnée θ et donc θ point. Je vais dériver mon Lagrangien par rapport à θ point, donc ça revient à dériver ce terme-là. Ça va faire apparaître un 2θ point et le 2 va simplifier avec le 1,5. Donc ça va me donner mL2 θ point, que je vais devoir redériver par rapport au temps. On va le faire juste après. Et je vais dériver mon Lagrangien par rapport à θ, il apparaît ici. Et donc ça, vous dérivez le moins mgl facteur de 1 moins cos θ par rapport à θ. Le cos θ va vous donner le sinus θ que vous voyez ici. Attention, pas oublier le moins qui est ici et le moins qui est ici. Donc d'où le moins et le moins qui sont là. Et si je simplifie ça, hop, ici je redérive par rapport au temps. Donc dériver ml2 θ point, ça me fait apparaître le θ point point que vous avez là. Et ce terme-là, je simplifie par le moins avec le moins, ça fait plus. Donc ça fait mgl sinus θ. Et j'obtiens ça égale à 0. On simplifie tout ce qu'on peut. On voit qu'on peut simplifier la masse ici et la masse là. On peut simplifier un L ici avec le L qui est là. Et j'obtiens L point point plus G sinus θ égale 0. Une équation qui est pas du tout simple à résoudre. C'est une équation différentielle du deuxième ordre. Et ici, attention, on a un sinus qui s'applique à θ. Donc cette équation n'est pas facile à résoudre. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un cas où on résout ça facilement. C'est ce qui est marqué ici. On va se mettre dans le cas des petits angles. On va supposer qu'on a des petits angles. Donc on va remplacer le sinus par directement l'angle. Donc ça, c'est la simplification aux petits angles habituels que vous connaissez, j'imagine bien. Et donc, on se retrouve avec θ point point plus g sur L θ égale 0. Voilà l'équation différentielle que j'ai à résoudre. Une équation différentielle du deuxième ordre avec second membre nul et le terme en θ point n'apparaît pas. Donc on a ici à faire
à un oscillateur harmonique. On a montré que dans ce cas-là, on pouvait définir ce qu'on appelle la pulsation propre, oméga 0, comme étant la racine du terme qui est devant le θ. Donc oméga 0, c'est racine de G sur L. Et on a la période propre qui sera donnée par 2pi sur oméga 0, donc 2pi racine de L sur G. Et là, on a déjà tout fait les calculs quand on avait travaillé sur l'oscillateur harmonique dans les vidéos précédentes. Donc voilà, on a traité le pendule aux petits angles avec une approche Euler-Lagrange. Alors, pour être clair, ce sont deux exemples pour lesquels, finalement, si on avait appliqué le principe fondamental de la dynamique, on aurait trouvé assez vite le même résultat. Mais le formalisme d'Euler-Lagrange va nous permettre de traiter de problèmes plus compliqués que ce que nous permet, enfin en tout cas des problèmes différents et de façon plus simple que ce que nous aurait permis de faire le principe fondamental de la dynamique. Donc c'est une autre façon d'approcher les problèmes de mécanique, d'où la mécanique analytique. Je vous remercie et à la prochaine.